Bon, eh bien, je vous propose de démarrer. Les participants vont arriver progressivement dans le webinaire. Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième webinaire animé par Fredon Occitanie dans le cadre du réseau GEVI, le réseau d'appui aux gestionnaires d'espaces végétalisés d'Occitanie. On va passer une petite heure ensemble pour parler aujourd'hui des alternatives au plastique dans les espaces verts. Et pour cela, on a invité plusieurs intervenants que je vais vous présenter à la suite. Quelques infos, donc le webinaire est enregistré puisqu'on le rediffuse sur notre page, notre site internet du réseau GEVI. Vous pouvez interagir dans l'onglet conversation du chat. On prendra des questions aujourd'hui à la fin du webinaire. Généralement, on le fait après chaque intervention des participants, mais on a décidé aujourd'hui de le faire en toute fin de webinaire, une dizaine de minutes. N'hésitez surtout pas à poser des questions, qu'on ait les réponses ou pas. Ça alimentera justement un travail collectif à faire pour déplastifier nos sols dans les espaces verts du plastique. Je vais démarrer ce webinaire par représenter la Fredon Occitanie et puis le réseau GEVI. Et puis ensuite, on fera un focus sur le plan de notre webinaire et on laissera la parole à tous nos intervenants. Très rapidement, Fredon Occitanie. Donc, Fredon Occitanie est une structure se veut comme un réseau régional d'experts au service de la santé du végétal, de l'environnement et des hommes. Donc nous, on agit principalement avec une approche One Health autour de la santé du végétal, la santé de l'environnement et la santé des hommes. La spécialité de Fredon Occitanie, c'est la santé des végétaux. Donc on crée un réseau de surveillance du territoire. On est délégataire de service public de la DRAF sur les questions de santé du végétal. Mais on a aussi une vocation à animer des réseaux autour de la santé de l'environnement. Et vous connaissez donc le réseau GEVI qu'on anime avec Sophie, mais également il existe le réseau Captage d'Occitanie, animé par deux collègues à moi sur la réduction des produits phytosanitaires dans les captages d'eau potable, et l'animation d'un réseau autour de la lutte contre les ambroisies et plus largement autour des espèces à enjeu pour la santé humaine. Notre réseau GEVI que nous animons avec Sophie, c'est un réseau qui est soutenu par de nombreux partenaires. L'Agence régionale de santé Occitanie, la DRAF Occitanie, les agences de l'eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, la région Occitanie, l'OFB. Et donc, c'est un dispositif gratuit pour les gestionnaires qui peuvent nous consulter pour toute question liée au bon entretien de leur espace végétalisé et les bonnes pratiques autour de la réduction des produits phytosanitaires et des espaces pérennes, espaces végétalisés pérennes pour notamment faire face aux enjeux principaux que sont l'érosion de la biodiversité, mais aussi la question du changement climatique. On anime une charte régionale, on en parlera à la toute fin du webinaire, engagé pour le végétal, qui est dans sa deuxième année d'animation. Et puis on produit des outils techniques et des supports de communication à destination des gestionnaires. On anime aussi des webinaires, des journées techniques, et on est niché autour de toutes les questions techniques sur le bon entretien des espaces végétalisés, comme je le disais tout à l'heure. Le réseau GEVI, pour conclure, c'est un réseau de compétences, c'est-à-dire qu'en étant adhérent au réseau GEVI via notre charte engagée pour le végétal, vous êtes dans un réseau de compétences et on vous envoie régulièrement des informations techniques, de communication et de sollicitation de participation à des événements techniques, des webinaires, etc. Aujourd'hui, on est là ensemble pour parler des alternatives au plastique dans les espaces verts. Alors, vaste sujet, on fera des focus aujourd'hui sur certains éléments plastiques dans les espaces verts. On ne pourra pas tout traiter et de toute façon, il y a tellement de dimensions et de perspectives sur ce sujet qu'on pourrait y passer un petit moment. Donc, on accueille Quentin Lefaucheux qui se représentera tout à l'heure de manière plus précise, qui est vice-président de l'UNEP et qui est aussi dirigeant d'une société du paysage, je le laisserai la présenter plus tard.
Pierre Blekit, qui est dirigeant de la société Sotexto, qui se présentera aussi plus tard sur les questions d'alternatives au plastique et qui commercialise de nombreuses solutions. Et puis Charlène Ducré, qui est conseillère chez Adivalor sur le recyclage des matériaux plastiques du monde agricole et des espaces verts. Je la laisserai se présenter plus précisément ensuite. Et donc, le plan du webinaire, on va, avec Sophie, ma collègue, vous présenter quelques principaux impacts sur l'environnement du plastique. Ensuite, un témoignage de Quentin Le Faucheux, qui est entrepreneur du paysage et qui témoignera de la question du plastique dans les espaces verts, de comment s'en passer, vers quel avenir on se dirige. Un exemple de produit alternatif issu de l'innovation locale par la société Sotexto et Pierre Blekid. Et puis, euh, un focus sur la filière pour évacuer le plastique, notamment les pots horticoles, avec la structure Adivalor. Euh, voilà, donc je laisse la parole à ma collègue Sophie pour introduire cette question du plastique en termes généraux et je prendrai le relais ensuite sur les questions d'impact sur l'environnement. Bonjour à tous. Du coup, qu'est-ce qu'est le plastique pour commencer? Donc, c'est un matériau synthétique qui est fabriqué à partir du pétrole brut et qui est fabriqué à partir d'un assemblage de polymères qui représentent de longues chaînes de molécules. Et la particularité du plastique, en fait, c'est que il est très facile de fabrication, de moulage, et on peut lui prêter plein de caractéristiques de résistance, de coloris, etc. Ce qui fait qu'on l'a utilisé dans tous les secteurs. Et donc, à partir en fait des années 1950, on a une démocratisation de l'utilisation du plastique et donc, avec ça, une augmentation très, très rapide de la production de plastique dans le monde, en atteignant en 2024 environ 400 millions de tonnes de plastique. Sauf que où trouve-t-on du plastique? Donc, en fait, il y en a dans tous les secteurs. Que ce soit dans les équipements industriels, dans les appareils électroniques, dans les transports, notamment à travers l'usure des pneus, dans les biens de consommation, dans les textiles, surtout ceux issus de la fast fashion, parce que pour des questions de rentabilité, ce sera des tissus de moins bonne qualité. Donc, on va privilégier du polyester, mais lors des premiers lavages, on va très rapidement disséminer des microparticules de plastique dans l'environnement. Et en plus, ce sont notamment des tissus qui seront très rapidement jetés, donc avec une durée de vie très courte. Ensuite, dans les bâtiments et dans les travaux publics. Et le plus gros, celui qu'on voit le plus certainement, dont on a le plus conscience, c'est dans les emballages, donc qui représente en plus la proportion du plus gros plastique dit à usage unique. Et donc après, pour finir, d'autres secteurs plus précis. Sauf que que devient le plastique après usage? Donc en fait, la part de recyclage est très faible, la part de recyclage du plastique. Vient ensuite l'incinération pour fabriquer de l'énergie, mais se pose la question des larges émissions de CO2 qui sont dégagées dans l'atmosphère et donc qui contribuent au réchauffement climatique. Il y a également le plastique qui est toujours en cours d'utilisation, donc on a chez nous, partout, qui est toujours présent. Et la plus grosse partie est finalement le plastique qui est jeté, donc qui est soit enfoui dans le sol, qui va finir par s'y dégrader, soit jeté dans des décharges à ciel ouvert. Et finalement, peu importe la réutilisation du plastique, sa dernière destination, c'est l'environnement. Et donc, on parle souvent du fait de si on jette un plastique dans la nature, il va finir dans l'océan. C'est tout simplement en suivant le cycle de l'eau qui va soit faire migrer les microparticules de plastique vers les océans ou tout simplement en suivant les cours d'eau, le matériau initial qui va finir dans les océans. Donc, quand on parle de ce plastique, différentes sources, comme l'a dit Sophie à l'instant, hein, les pratiques agricoles, les activités domestiques, les activités de transport, les process industriels et plusieurs autres sources.
Donc les sources de transfert, elles sont multiples. Elles se font par le sol, par les eaux de surface, les sédiments, l'eau souterraine. Donc ce sont des transferts qui se font via plusieurs moyens, avec les mouvements horizontaux des organismes, les mouvements verticaux liés à la dégradation en microparticules, les mouvements de ruissellement des eaux de surface, donc de nombreux vecteurs qui amènent le plastique à se diriger vers tous ces compartiments et à se dégrader. Donc la dégradation des plastiques, notamment dans les sols, elle vient de plusieurs process. Une dégradation abiotique avec des paramètres physiques, avec des facteurs de dégradation multiples comme le rayonnement UV, les températures, les réactions chimiques, les sollicitations mécaniques avec la bioturbation ou le ruissellement. Ça conduit à de l'oxydation, principalement du plastique, de l'hydrolyse et une cassure des chaînes. Ensuite, le plastique vieillit aussi et il vieillit et il se dégrade via des dégradations biotiques. La faune interagit avec le plastique, notamment la faune qui se trouve dans le sol, va produire une fragmentation, une fissuration, une désintégration du plastique, et puis des biodégradations avec des process chimiques biotiques comme l'oxydation enzymatique, l'hydrolyse, etc. Tout ça pour vous montrer qu'il y a plusieurs mécanismes en jeu dans le sol et tout cela amène à la dégradation et une conséquence sur le matériau qui va être une altération de sa microstructure, la libération de molécules de faible masse molaire, la détérioration des caractéristiques physico-chimiques comme la tenue mécanique ou le fait que ça soit hydrophobe, la dégradation de l'état de surface, et puis et aussi la bioassimilation et la minéralisation. Donc toutes ces conséquences sur les matériaux provoquent la dégradation du plastique en microparticules. Et on a une interaction et des impacts importants dans le sol, notamment des interactions avérées avec le biote, hein, puisque il y a plusieurs méta-analyses dans la littérature scientifique qui montrent une interaction avérée avec le biote, que ce soit pour les animaux d'élevage présentant des résidus de plastique corrélés à la présence de films de paillage sur les sites de pâturage, une surmortalité, une baisse de croissance, un stress oxydant et effet reprotoxique sur la et macrofaune du sol, l'augmentation de certains genres de bactéries dans un sol contaminé, ce qui veut dire que le plastique a un effet sur les communautés microbiennes du sol, et puis des recherches qui sont de plus en plus poussées sur la toxicité sur l'homme, mais relativement peu développée. La méta-analyse dont est issue les diapos précédentes montre qu'il y a de plus en plus de recherches sur les facteurs que ça induit sur la santé humaine. Le plastique fragmenté, c'est aussi un vecteur de polluants dans le sol. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir, c'est que la fragmentation des plastiques augmente leur surface et accentue les phénomènes de sorption, l'absorption et la précipitation pardon, de polluants, comme le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel. Les pesticides peuvent aussi migrer dans les paillages agricoles et accélérer leur photodégradation et leur fragmentation. Donc, on voit bien que le plastique accélère et est un vecteur de ces polluants. Et puis, le plastique perturbe les propriétés physico-chimiques pardon, du sol, avec la diminution de la densité apparente du sol, influant sur la capacité de rétention de l'eau, l'augmentation de la disponibilité de son évaporation de cette eau, et puis la modification de la teneur en pH, par exemple, ou du carbone organique dissous. Donc, ce sont des extraits qui vous montrent que le plastique a un impact considérable sur le sol et aussi sur d'autres compartiments que sont les eaux de surface de l'eau douce, les eaux souterraines et les eaux marines, mais là, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Relaisse la parole à Sophie. Du coup, où est-ce qu'on trouve du plastique dans les espaces verts? On peut un peu les catégoriser en deux catégories, que ce soit la première, le plastique en fait qui est utilisé au cours de l'aménagement et le plastique que l'on installe, enfin qui est installé en fait sur l'aménagement et qui va rester plusieurs années. Donc, on a réalisé un petit
état des lieux du plastique dans les plantations. Alors, c'est loin d'être complet. Donc, si vous voyez des choses à compléter, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de la conversation. Ce sera que du bénéfice pour tout le monde. Donc, tout d'abord, en fait, le plastique lors des chantiers, donc c'est celui qui a finalement la durée d'utilisation la plus courte et qui est le plus représenté par les pots horticoles, qui servent principalement lors de la production ou du transport de la plante. Mais il y a également d'autres accessoires de plantation, que ce soit les manchons de protection contre les cervidés, qui sont des accessoires qui doivent être retirés après plusieurs années, qui ne sont pas toujours retirés, et d'autres emballages ou étiquettes de pépinière, etc. Je peux passer. Et ensuite, on a le plastique qui est laissé sur les aménagements, donc qui représente une plus grosse quantité, en fait, de la plus grosse quantité de plastique dans les espaces verts. Et notamment, en fait, via les bâches de plantation et les toiles de paillage, qui sont utilisées en premier lieu pour faciliter l'entretien des espaces verts, mais qui finalement, en fait, avec le temps, vont beaucoup moins jouer son rôle, voire dégrader, en fait, les espaces verts. Et ce sont des matériaux qui sont censés être retirés au bout de 3 4 ans, donc qui sont souvent laissés. Par exemple, là, vous voyez sur la photo, c'est un espace vert classique. On voit souvent ces espaces verts avec les bâches de plantation. Mais par exemple, en fait, il y en a à des endroits beaucoup plus importants, notamment le long des autoroutes où les arbres qu'on peut voir sont des arbres qui ont souvent été plantés lors des constructions d'autoroutes en utilisant des bâches de plantation qui ne sont jamais retirées en fait. Donc on a d'énormes linéaires comme ça qui se dégradent en fait, que ça a des milliers de kilomètres en fait. Donc après, sur tous les autres accessoires de plantation, que ce soit sur les attaches tuteurs, euh, tu peux passer Florian, s'il te plaît. Notamment dans le mobilier urbain, donc on peut choisir des matériaux plus biosourcés, privilégier le bois, etc. Les dalles engazonnées qui servent à améliorer la portance de sol, mais finalement vont également se dégrader petit à petit. Également aussi sur les systèmes d'arrosage qui sont installés, mais souvent pour une durée d'utilisation qui est assez éphémère, juste durant les premières années de plantation, pour que la plantation s'implante bien. Et ils sont rarement retirés. Donc, il vaut mieux privilégier un arrosage manuel pour ne pas avoir installé ce genre de système et les premières années, du coup. Et après, si on a choisi une bonne palette végétale qui est adaptée à notre milieu, normalement, la plantation devrait pouvoir poursuivre son cycle, quoi. Après, d'autres plastiques présents avec des barrières antiracinaires. Là, c'est un peu la même chose. C'est pour éviter que des végétaux qui ont une colonisation via le sol colonisent des espaces que l'on ne voudrait pas. Donc, il s'agit en fait en amont de bien choisir sa palette végétale et d'éviter de l'implantation de ces végétaux-là. Également pour la délimitation de bordures de massifs, etc. Et aussi sur une utilisation qu'on ne pense pas spécialement, mais avec les outils d'entretien. Donc, que ce soit des brosses qui sont avec des têtes plastiques, ou alors notamment avec les fils, des rotofils. Et en alternative, on peut utiliser des réciprocateurs qui sont en fait deux disques qui vont se, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça va fonctionner un petit peu comme un taille-haie. Et ça évite en plus les projections de cailloux et ça fait beaucoup moins de bruit. Donc, c'est souvent utilisé en ville. Donc, ça peut être une alternative à la débroussailleuse et au fil qui va dans l'environnement. Et ensuite, là, ce sont souvent des mauvais choix d'aménagement, mais on voit souvent l'utilisation de gazon synthétique à la place de végétal de base. Donc ça, c'est des choses qui sont absolument à éviter dans la mesure du possible, mais voilà, voilà, remplacer le végétal par le plastique, c'est pas spécialement les bons choix. Et donc, petit focus sur les pots horticoles qui représentent une grosse partie du plastique donc éphémère dans les plantations, avec un tonnage très important, 380 millions de conteneurs par an en France. Et donc, en fait, ils vont finir principalement en enfouissement ou en incinération.
Et Charlène nous expliquera filière la filière de recyclage plus tard pour les pots horticoles. Voilà, donc sur ce premier panorama des plastiques dans les espaces verts, on n'a pas cité tout ce qui est terrain de sport, qu'on n'estime pas forcément lié aux espaces verts, mais une collectivité peut avoir aussi des terrains synthétiques de sport, par exemple, avec les surfaces en plastique, hein, et le garnissage en plastique avec ces microparticules, microbilles, pardon, de caoutchouc. Donc ça fait l'objet d'un webinaire l'année dernière, ou en début d'année, de l'ARB Sud PACA sur le sujet, et de plus en plus d'alternatives se développent. On n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais sachez qu'on avait publié 2 guides sur le sujet qui sont disponibles sur notre site sur les alternatives au plastique sur ces terrains synthétiques de sport. On vous propose donc maintenant le témoignage d'un entrepreneur du paysage, Quentin Le Faucheux, qui va présenter la philosophie et l'évolution vue dans le paysage et les entreprises du paysage sur la question du plastique. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis Quentin Le Faucheux, entrepreneur du paysage à Carpentras dans le Vaucluse, près d'Avignon, également engagé auprès de l'UNEP. Donc, mon propos donc, est déjà d'expliquer que, effectivement, mon entreprise euh, est active sur ce plan-là. Donc, il s'agit en clair de sortir le plastique du paysage, le plastique pas si automatique. Donc, pour nous, il s'agit effectivement de nous passer du plastique, de trouver le chemin, de tracer le chemin pour nous sevrer du plastique qui, on l'a compris, est toxique et nocif à l'environnement. Alors, je vais d'abord parler de ce que fait mon entreprise. Donc, Solev s'est engagé assez tôt sur ce terrain-là en signant une charte régionale, donc du charte zéro plastique. Et nous nous sommes engagés sur des projets régionaux avec l'ADEME, donc au sein de mon entreprise. Donc, aujourd'hui, on va principalement parler des bâches et des toiles de paillage, mais vraiment, mon propos est de dire qu'il s'agit de sortir le plastique du paysage et que ça va se faire en plusieurs étapes et qu'il existe des étapes intermédiaires dans lesquelles la plupart de nos entreprises sont déjà engagées. Et en ce qui concerne les toiles de paillage, euh, en ce qui nous concerne, on plante quasiment plus de massifs avec des toiles en plastique, ce qu'on appelle communément les toiles tissées vertes, qui restent pour toujours et qui sont souvent très disgracieuses parce qu'elles s'envolent avec le vent. Et nous sommes maintenant donc vraiment quasiment systématiquement consultés donc sur des appels d'offres où les toiles PLA sont demandées. Alors, le PLA, c'est un bioplastique. Je crois qu'on en reparlera plus précisément ensuite dans la présentation. Et aussi bien mon entreprise que l'UNEP, nous considérons qu'effectivement, ben, c'est une solution intermédiaire, en ce sens que, effectivement, elle est dite biocompostable, c'est-à-dire qu'elle se dégrade dans le temps au bout de 2 ou 3 années et déjà résolve le problème d'avoir à évacuer ou d'avoir à gérer un plastique qui a tendance à s'envoler ou à rester, ce qui est un réel problème. Par contre, elle continue de diffuser des microplastiques, des éléments dans le sol. Donc c'est pour ça que nous la considérons comme une solution intermédiaire. Et vraiment, la solution à terme, et ce vers quoi on pense qu'il faut aller, c'est des bâches proprement biodégradables, 100% organiques, c'est-à-dire biosourcées, faites à partir de fibres végétales. Alors, c'est un chemin qui est bien engagé. Moi, je vois de plus en plus aujourd'hui de CCTP qui demandent, qui imposent le recours à des toiles complètement biosourcées. Donc, il s'agit de jute, il s'agit de chanvre. Il y a différentes solutions aujourd'hui disponibles sur le marché qui ont l'inconvénient d'être plus onéreuses, mais avec les volumes, on voit les prix diminuer et je pense que j'espère
que de plus en plus, on fera appel à ces solutions. Donc, il y a une chose importante qui a été rapidement évoquée tout à l'heure, c'est que nous considérons que le sol est vivant et que le couper de l'extérieur, le couper de son contact avec la surface, avec l'air, avec les végétaux, est également très néfaste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer le sol comme un élément vivant qui a besoin de communiquer avec la couche supérieure. J'aime bien la métaphore, la comparaison avec un sol forestier. Le sol est vivant en forêt parce qu'il accueille la chute des feuilles, un certain nombre de débris végétaux qui viennent alimenter une microfaune, une vie bactérienne, une vie de champignons, donc qui sont essentiels pour le bon développement des végétaux et le maintien de sols fertiles et pérennes. Donc il faut absolument éviter, pour cette raison-là également, les bâches plastiques qui coupent le sol de cette alimentation et de ces échanges. Dans ce sens, on évolue actuellement vers du paillage qui quelquefois donc ne fait pas appel à une membrane comme de la PLA ou une toile de jute. Et cette solution consiste à utiliser par exemple du BRF sur une couche qui va de 5 à 10 cm en fonction de ce que l'on plante. Et là, on se rapproche d'une solution qui est très très proche du milieu forestier, donc de la nature, consiste à fermer la porte, à limiter l'évaporation du sol par l'application d'une couche de bois dite BRF. Donc, je crois que là, on a l'illustration de ce chemin qu'il faut parcourir entre le tout plastique et l'utilisation, la mise en œuvre de solutions qui se rapprochent de très près de la nature avec cette phase intermédiaire qui est le PLA. Alors, il y a d'autres comparaisons dans le paysage, donc sur les sources de plastique qui ont été évoquées juste avant. L'arrosage, par exemple, les tuyaux goutte à goutte, qui souvent sont utilisés 1, 2, voire 3 ans, et qui ensuite se retrouvent inactifs et laissés en place. Dans mon entreprise, on travaille à l'arrosage manuel de plus en plus. C'est-à-dire quand on peut, quelquefois sous forme de variante, on sort complètement le plastique de nos aménagements en faisant la promotion de l'arrosage à la manche, de l'arrosage manuel pendant les 2-3 premières années. Et je pense que c'est une belle illustration aussi de ce vers quoi il faut aller, c'est-à-dire sortir ce plastique du paysage. Alors, un petit mot sur l'UNEP. Je suis actif à l'UNEP au sein du Bureau national en charge des dossiers QSE, et l'UNEP a participé récemment à un projet donc, animé par Valor, qui consiste effectivement à sortir le plastique du paysage. Et j'ai été actif au sein d'un groupe de travail intitulé Éco-conception de solutions alternatives au plastique. Et nous travaillons avec les industriels, bien sûr, à l'éco-conception de solutions biosourcées. Et là, il faut bien comprendre que ces solutions seront plurielles parce que en fonction de la taille des conteneurs, en fonction des situations, les solutions seront différentes. On ne remplace pas de la même manière un godet en plastique et un bac qui a entouré une motte de plusieurs centaines de litres. Les résistances physiques demandées ne sont pas du tout les mêmes, etc. Donc, nous travaillons actuellement de pair avec les industriels, les producteurs, pour identifier, valider et, si possible, et là, ça sera la filière de la production du végétal, mettre en œuvre ces solutions, quitte à payer un petit peu plus cher nos végétaux dans le futur. Mais il y a effectivement urgence et l'UNEP, avec Valor, fait sa part pour trouver ces solutions
et les mettre en œuvre dès que possible. Voilà en ce qui me concerne, et je passe la parole. Donc, je vous redonne la parole. Merci Quentin pour ce témoignage. Et donc maintenant, on vous propose de voir un exemple concret de produits alternatifs issus de l'innovation locale avec la société Sotexto et Pierre Bléquit, son dirigeant, qui va vous présenter quelques alternatives proposées par son entreprise. Je vous passe la parole, Pierre. Merci Quentin d'avoir fait la liaison entre vos expériences et nos produits, les solutions que nous proposons. Donc, moi, je vais vous parler de paillage biodégradable, puisque nous sommes fabricants de paillage biodégradable depuis 30 ans. Donc, des solutions existent. Un paillage biodégradable, enfin, une matière biodégradable, d'après le dictionnaire Larousse, c'est assez simple. C'est un produit industriel ou des déchets qu'une action bactérienne naturelle ou induite décompose assez rapidement et les fait disparaître dans l'environnement en les convertissant en molécules simples et utilisables par les plantes. Donc, on pourra rebondir un peu dans vos questions sur le PLA ou sur d'autres bioplastiques, mais la dernière phrase est assez intéressante, puisqu'il faut que, pour avoir cette qualification de biodégradable, les molécules qui vont rester soient utilisables par les plantes. Voilà, une illustration de ce que l'on fait. Comment ça fonctionne et comment les produits ont été mis au point chez nous? Lorsque l'on a réfléchi il y a un certain temps à faire du paillage biodégradable, s'est immédiatement posé la question de savoir quelles seraient les matières que nous allions utiliser pour faire ces paillages. Et donc, l'idée était déjà d'être dans une économie circulaire, donc d'utiliser une matière qui n'avait plus d'avenir, plus de vie en tous les cas dans son pays de destination. C'est le cas avec les sacs à café et les sacs de fèves de chocolat qui sont importés en Europe. Donc, vous voyez le diaporama la photo de gauche. Donc ça, ce sont les sacs à café et à cacao que nous récupérons et que nous allons passer dans une machine qui s'appelle une effilocheuse. Cette effilocheuse, elle a pour but de broyer en quelque sorte le tissu de façon à en récupérer une fibre. Cette fibre, c'est la boule de fibre que vous voyez. Et donc cette fibre, de nouveau, va être exploitable chez nous dans nos machines. Donc le produit final que nous allons faire, c'est un produit qui est un produit constitué à 100% de fibres de jute par aiguilletage. Donc l'aiguilletage est un process de fabrication textile dans lequel on va utiliser des fibres, les agglomérer ensemble de façon uniquement mécanique. Ça veut dire que on n'a recours à aucune colle et aucun produit synthétique pour agglomérer les fibres ensemble. Elles sont agglomérées uniquement de façon mécanique. Donc ici, vous voyez un exemple de produit de paillage et son utilisation finale. Donc, c'est le produit que l'on appelle Torenap Bio chez nous. Donc, c'est un produit qui est utilisable en agriculture biologique, puisque les fibres que nous utilisons, donc issues des sacs à café et des sacs de cacao, sont eux-mêmes qualifiés pour des usages alimentaires. Donc, on a une certification pour une utilisation en agriculture biologique depuis une bonne dizaine d'années sur presque l'ensemble de nos produits de paillage. L'intérêt d'un paillage biodégradable, on l'a dit en début de présentation, c'est que la matière va être biodégradable. Et
dans l'exemple et dans la photo que l'on voit, quel est l'objectif du paillage? L'objectif du paillage est de garder la terre recouverte, donc de bloquer la photosynthèse sur les terres qui n'ont pas encore reçu euh, de végétation. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que lorsque l'on n'aura plus besoin de ce paillage biodégradable, de ce paillage, bah, lui se dégrade. Alors, à l'inverse d'une bâche plastique qui ne va pas se dégrader et qu'il faudrait théoriquement retirer, le paillage biodégradable va se dégrader dans le sol et amener des éléments nutritifs pour le sol et participer donc à la biodiversité dans le sol. Nos produits sont utilisables en paillage, en rouleau ou en plaque. Dans des utilisations comme celle-ci, nous recevons le calpinage de l'entreprise qui va poser les produits et les produits arrivent déjà pré-percés. C'est-à-dire que l'entreprise de paysage n'a que son plan à mettre dans la fente qui a été prévue à cet effet. Ici, vous avez différents exemples d'utilisation de nos paillages. Donc, ça peut être fait sur des espaces paysagers, mais aussi sur des arbres fruitiers ou de la viticulture. On a différents grammages en fonction de la longévité qui est demandée au produit. Nous conseillons une utilisation minimale de 1000 grammes mètre carré et une utilisation maximale de 1400 grammes mètre carré qui nous emmène à plus de 3 ans de durée de vie du produit. Nous avons dans la même lignée de nos réflexions qui consiste à offrir la possibilité d'utiliser moins de plastique, nous avons développé un manchon que l'on appelle le manchon de Tourellen, qui permet de remplacer les manchons habituellement utilisés en viticulture, qui sont des manchons en plastique en général, hein. Comme on peut en voir derrière sur l'image. L'utilisation de manchons biodégradables en laine de mouton présente plusieurs caractéristiques intéressantes, puisqu'elles vont avoir la même fonctionnalité qu'un manchon normal, on va dire, en plastique. Mais elles présentent en plus l'avantage d'avoir une forte odeur de laine, puisque nos produits sont faits en laine, et de ce fait, éviter que les chevreuils ne viennent manger les bourgeons des jeunes pousses. Une fois que l'arbre ou le plant aura poussé, la laine va se dégrader de façon naturelle et va venir enrichir les sols, ce qui est assez intéressant puisque la laine, c'est une matière qui est très riche en azote et qui va donc participer à la bonne santé de la plante. Ces produits sont aussi certifiés pour une utilisation en agriculture biologique et sont disponibles maintenant en différentes tailles pour des applications viticulture ou arboriculture. Nous avons obtenu avec les manchons biodégradables le prix de l'innovation au salon Agrovina en Suisse en 2024. C'est une fierté pour un produit qui est en fait une exclusivité mondiale, que nous sommes les seuls à fabriquer et qui aujourd'hui a été récompensé par ce prix Innovation Agrovina. Alors, comme tous nos Merci. produits sont pas, excusez-moi, comme tous nos produits sont pas biodégradables, à un moment, il faut aussi penser à potentiellement les collecter et les recycler. Et ça, c'est le rôle, et c'est l'intervention d'après. Voilà, c'est le lien. Merci Pierre pour cet extrait lié à vos produits, hein, parce qu'on a compris que c'était quand même un extrait et que vous pouvez voilà, en retrouver
d'autres produits en consultant ce texto. Euh, Maintenant, on va parler de la filière de recyclage du plastique. C'est-à-dire que on a bien vu qu'il y a une production importante de plastique dans les espaces verts et c'est Adivalor qui s'occupe de cette filière de recyclage et c'est Charlène Ducré qui va préciser les produits qui sont recyclés et les objets qui sont recyclés dans le cas d'Adivalor. Bonjour à tous, merci Florian et Pierre pour la transition. Donc, Charlène Ducré, je suis conseillère sud-est pour Adivalor et j'ai aussi une petite casquette au niveau national de l'animation du nouveau programme de collecte que l'on a mis en place depuis avril 2024, dont je vais vous expliquer plus en détail sur les pots horticoles usagés à destination des professionnels et en polypropylène. D'abord, je vous propose de présenter un peu Adivalor en quelques mots pour que vous puissiez bien comprendre notre mission et notre fonctionnement. Donc, nous, Adivalor, on est un éco-organisme constitué en fait pour la collecte et le recyclage des produits plastiques issus de l'agrofourniture. Donc, on est un éco-organisme un petit peu particulier dans le paysage en fait des filières REP en France, puisqu'on est un éco-organisme privé et à but non lucratif. Donc, au niveau de notre gouvernance, elle est interprofessionnelle. Donc, tous les maillons en fait de la chaîne de la fabrication du produit jusqu'à sa fin de vie sont représentés au niveau de nos actionnaires, aussi bien la partie agricole que la partie distribution et la partie industrielle. Et donc, on est un éco-organisme. Donc, le siège est basé à Lyon et on est 25 collaborateurs pour Adivalor, dont je fais partie. Notre mission, en fait, va être principalement et purement, on va dire, organisationnelle et logistique, puisque on anime tout un réseau de prestataires pour collecter et du coup emmener tous ces plastiques issus de l'agrofourniture vers du recyclage. Donc voilà, on assure des procédures de logistique, de la formation de tous ces maillons dans la chaîne et on a notamment aussi d'autres missions maintenant plus en amont, comme le disait Quentin Le Faucheux tout à l'heure, voilà, sur la partie aussi accompagnement des metteurs en marché et enfin, industriels de manière générale sur l'éco-conception, l'éco-modulation pour avoir des plastiques en tout cas qui se recyclent facilement, qui est cette solution, comme disait aussi Quentin, transitoire sur la gestion des plastiques dans les exploitations. Donc, ce que je disais, c'est qu'on est un éco-organisme privé, mais on est quand même en sous-accord cadre avec les ministères de la transition écologique et de l'agriculture qui, en fait, nous fixent des objectifs tous les 4 à 6 ans à atteindre, donc des objectifs quantitatifs, hein, des taux de collecte, des taux de recyclage, par exemple. Et sur la partie ministère de l'Agriculture, on va dire des objectifs un peu plus qualitatifs sur, par exemple, les interventions auprès des lycées agricoles pour former les jeunes agriculteurs ou professionnels du végétal dès le plus jeune âge. Donc voilà, c'est aussi c'est ce que veut de notre côté notre aspect privé. On est assez libre sur les plans d'action tout en ayant des objectifs, on va dire, ministériels à atteindre. Quelques chiffres du coup de l'année 2023, donc des chiffres qui sont clôturés. On va bientôt avoir bientôt, d'ici quelques mois, les chiffres 2024. Mais voilà, pour vous montrer un peu l'ampleur du dossier et la performance de la filière agricole, puisqu'aujourd'hui, aucun autre éco-organisme n'est aussi avancé. Et ça a été surtout le choix en 2001 de la profession d'anticiper en fait une réglementation qui se voudrait obligatoire. Donc voilà, prouver que l'organisation fonctionne avant de se faire imposer par les pouvoirs publics des procédures qui sont parfois complexes à mettre en œuvre. Donc en 2023, sur tous les plastiques utilisés dans l'agrofourniture, hein, donc des plastiques principalement à usage unique, on estimait un gisement à aller collecter en déchets de 125 000 tonnes et on a collecté l'année dernière plus de 97 000 tonnes.
ce qui représente en fait presque un taux de collecte moyen de 80%. Donc en fonction des déchets, ce taux de collecte varie. Mais voilà, donc ça nous classe vraiment en tête en termes de filière REP au niveau français et en termes de gestion des déchets agricoles au niveau européen, voire mondial. Donc on est souvent aussi une vitrine pour les autres pays qui cherchent à trouver des solutions d'organisation. Et sur ces 97 000 tonnes, du coup, l'année dernière, plus de 90% ont été recyclés. Donc, notre objectif à nous, c'est de rentrer dans une économie circulaire, donc de pouvoir refaire du produit issu de l'agrofourniture avec des nouveaux, voilà, avec des nouveaux produits de l'agrofourniture. Donc ça, c'est l'objectif ultime, c'est ce qu'on appelle le close loop. Et parfois, le recyclage n'est pas envisageable parce que il y a des matériaux qui sont encore, enfin, il y a des composants en fait qui sont encore multimatériaux et donc du coup, le recyclage est difficile. Au niveau de l'industrie, voilà, on n'a pas encore toute l'industrie que l'on souhaiterait pour pouvoir avoir la technique de recyclage. Et voilà, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que grâce à ce recyclage, donc le fait de ne pas forcément réutiliser 100% de matière brute permet d'économiser environ 70 000 tonnes de CO2. Et pour faire un petit parallèle au niveau de la logistique, donc nos équipes qui sont à Lyon, qui gèrent du coup toute la partie transport, traitent à peu près voilà, plus de 46 000 demandes d'enlèvement de la part des entreprises conventionnées par an. Donc en fait, voilà, en 2001, on a été du coup, on a commencé avant avec la gestion de toute la fraction phytosanitaire, donc aussi bien les emballages vides que les produits aussi qui ne peuvent plus être utilisés, qui sont aujourd'hui le seul flux de déchets dangereux que l'on va collecter. Mais sinon, voilà, sur la partie phytosanitaire et autres produits dangereux, on a réussi à prouver que s'il y a une bonne préparation, ce n'est plus un flux dangereux et donc ça facilite grandement le recyclage. Et puis au fil des années, on a étoffé notre périmètre en passant par d'autres types d'emballages, mais aussi des plastiques, notamment tous les films qui sont utilisés chez les éleveurs, chez les maraîchers aussi, avec les films de paillage, notamment les films de serre, les gaines souples d'irrigation aussi, les gaines qui sont jetables que les maraîchers utilisent en même temps que le paillage. Et on arrive du coup en 2024 avec ce nouveau programme depuis le 1er avril qui concerne les pots horticoles à destination des professionnels et qui sont en polypropylène. Aujourd'hui, en sujet d'étude, dont je ne parlerai pas forcément, enfin que je détaillerai pas ici, euh, sont en cours toute la partie gaines d'irrigation, tuyaux d'irrigation rigide en polyéthylène, hein, ce que, comme disait Florian, il reste plusieurs années dans les cultures, et toutes les autres catégories de films tissés, non tissés aussi, donc potentiellement ces bâches de paillage utilisées dans les espaces verts. Donc voilà, c'est des sujets en cours d'étude et pour cela, en fait, il faut qu'un maximum de metteurs en marché se mettent autour d'une table pour apposer des éco-contributions qui nous permettent de financer tout ça. Le principe général de la filière, hein, donc, bon, qui varie des fois en fonction des produits, mais c'est celui-ci. Donc, en fait, tous les résultats, toute la réussite des collectes et du recyclage réside sur une première étape qui est très importante pour nous, qui est la préparation. C'est vraiment chez l'utilisateur que la préparation du déchet et son conditionnement nous permettent derrière de faciliter le transport et les étapes de pré-traitement avant d'aller au recyclage. Donc voilà, c'est à l'utilisateur de préparer ces déchets. Donc par exemple ici dans le cas concret des pots horticoles, qui peut les rapporter sur des points de collecte ou aussi appelés points d'apport volontaires qui nous permettent en fait de densifier et de massifier tout ça afin de faciliter le transport et réduire les coûts aussi et de manière générale de ne pas faire tourner des camions à moitié vides aussi, c'est notre but. Ces transporteurs vont du coup les apporter sur des plateformes de pré-traitement qui sont généralement du compactage, hein, de la mise en balle pour faciliter ensuite derrière le transport vers les recycleurs qui sont situés en France et dans l'Union européenne. Donc, pour donner quelques chiffres, on est aujourd'hui sur à peu près 50% du recyclage en France, 50% du recyclage dans l'Union européenne. Et l'objectif d'ici 2030, c'est de favoriser l'industrie française pour atteindre un 80% de recyclage en France. Et à l'image des pots, du coup, ceux que l'on va collecter dans les prochains mois, prochaines années, vont nous permettre de refaire des pots horticoles. Donc là, on est vraiment sur une filière, comme je disais, en boucle fermée. Donc l'objectif final.
Bon, finalement, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Donc, de nouveaux pots horticoles grâce aux pots horticoles usagés. Mais voilà, sur d'autres programmes de collecte que l'on peut faire, on peut aussi produire des conduits, des gaines pour le bâtiment. Voilà, beaucoup de matériaux pour le bâtiment. Des un peu plus exotiques, des cordages marins grâce aux filets paragrèles, des pièces pour l'irrigation et d'autres produits neufs grâce à du produit usagé, notamment pour les filets ballons de chez les éleveurs. Maintenant, pour parler un peu plus sur la partie opérationnelle des pots horticoles, je vais vous présenter déjà notre périmètre sur ces pots horticoles. Donc, on va pouvoir collecter et recycler toute forme de pot horticole, que ce soit du petit godet jusqu'à la clayette, jardinière ou les gros conteneurs, à partir du moment en fait où ils sont destinés aux professionnels. Donc, l'utilisateur final, c'est-à-dire celui qui va sortir la plante du pot, est un professionnel. Et du coup aussi en polypropylène, donc ce qui représente, comme le disait tout à l'heure Florian, il me semble, ça représente 90-95% du gisement des pots en France, et les autres derniers pourcentages représentent du polyéthylène ou du polystyrène. Et donc du coup, alors, un petit mot sur le gisement, du coup on estime qu'il y a environ 340 millions d'unités sur le territoire français, ce qui, une fois converti en tonnage, de déchets, représente 4 000 tonnes. Donc là, je vous ai mis une petite carte qui est aussi à prendre avec un peu de recul parce qu'elle n'est pas toute jeune, mais nous indique un peu voilà, la répartition des surfaces de production horticole en France et qui nous aide, nous, derrière, pour affiner les plans d'action et cibler en fonction des régions sur les gros gisements. Pour qu'on puisse du coup aller collecter tout ça, ben, il faut un financement et ce financement est porté en fait par Vadeo, qui est une société, un organisme financeur en fait créé à l'initiative de Valor, donc en début d'année 2024. Et la mission donc de Vadeo, ça va être de récupérer ces éco-contributions auprès des metteurs en marché et ensuite nous le reverser, nous, pour qu'on puisse financer transport et recyclage de ces déchets-là. Donc, je vais vous détailler un peu comment cela fonctionne. Donc là, c'est la liste de tous les syndicats, fédérations et associations voilà, qui sont regroupés au sein de l'actionnariat de Vadeo. Donc, tous les utilisateurs des pots sont représentés. Je ne vais pas vous détailler la liste, mais voilà un peu. Hop. Donc, l'éco-contribution, comment ça fonctionne? Donc, déjà, une éco-contribution, il faut savoir que ça permet de couvrir tout ou une partie des coûts de la gestion de la fin de vie des pots. Elle est calculée et appliquée par unité de vente, donc c'est quelques centimes par pot, par godet, et cetera. Elle varie en fonction du volume du coût du pot, bien sûr, et elle est répercutée du coup par le metteur en marché sur toute la chaîne du coup des clients. Donc il n'est pas impossible qu'en tant qu'utilisateur, dans les prochains mois, vous voyez apparaître une ligne éco-contribution sur vos factures de prestations de plantation ou même d'achat de pots si vous plantez vous-même. Et donc, en fait, le metteur en marché va appliquer son éco-contribution à son distributeur, qui lui va la répercuter à son utilisateur et qui sera du coup collectée par Vadeo, qui pourra ensuite du coup nous la reverser à nous et nous permettre de financer les points de collecte parfois, les transports surtout, et on peut avoir un petit peu de valorisation de la part du recyclage. Ça dépend, voilà, des cours du plastique, et notre mission, comme on est à but non lucratif, ça va être de redispatcher, ces coûts-là, quand on peut en avoir, aux différents acteurs, points de collecte, notamment. Excusez-moi juste, Charlène, est-ce que ce serait possible d'accélérer un petit peu Pas de souci. Bon, on va la passer présentation? celle-ci. Voilà, c'est ça. En gros, Merci. tout ce qu'il faut savoir sur l'éco-contribution, c'est que c'est au premier metteur en marché sur le territoire français qui doit s'acquitter de l'éco-contribution et d'adhérer auprès de Vadeo. Hop, on va passer rapidement sur la partie vraiment technique qui sera assez rapide. Donc, à savoir que du coup, pour qu'on puisse recycler ces pots, on va du coup proposer des consignes de préparation. Donc, elles sont assez simples. C'est des pots qui doivent être vidés au maximum. Plus ils sont propres, plus derrière, c'est facile et moins coûteux de les recycler. Et ensuite, on va vous demander de les empiler. Et au niveau du conditionnement, du coup, on peut passer sur la diapo suivante si vous voulez. Hop, on propose
deux, trois types de solutions. Donc, ça va être soit de les mettre dans des sacs de collecte que les distributeurs parfois peuvent mettre à disposition ou que vous pouvez aussi acheter, ou de faire des palettes, box palettes, voilà, avec des pots qui sont empilés et filmés. Ensuite, concernant l'évacuation, finalement, il y a 2 solutions. Soit je les rapporte chez mon fournisseur s'il est amené à me proposer des collectes. Donc lui, il indiquera les dates et les lieux auxquels je peux rapporter mes pots, soit en sac, soit, sous forme de piles pour qu'ils puissent constituer les palettes. Ou alors si, j'arrive à avoir un gisement minimum, on va dire, de 600 kilos, soit une quarantaine de sacs ou environ 4-5, enfin 4, 3-4, on va dire, plutôt palettes, box palettes. On peut avoir une convention en direct avec Adivalor qui est gratuite, hein, qui est annuelle. Et donc, du coup, là, vous avez un petit tableau qui permet de calculer en fonction du nombre d'unités consommées l'équivalent en produits en déchets. Si vous rapportez sur des points de collecte, des points d'apport volontaires qui sont du coup proposés par vos fournisseurs ou autres types d'entreprises, on filtre pas non plus, il sera du coup amené à vous fournir une attestation de remise des déchets qui peut vous permettre, vous, de justifier en cas de charte ou de cahier des charges de production, de gestion des espaces verts, de cette bonne gestion du déchet via le recyclage et via la filière Adivalor. Et je crois que j'ai bientôt fini, voilà. À savoir que voilà, en plus, nous aussi, on possède des outils de communication. C'est aussi notre métier, voilà, de vous proposer des outils de communication sur de la préparation en interne ou de la diffusion pour devenir point de collecte. Et donc là, sur la dernière diapo, que vous pourrez sans doute récupérer plus tard ou avec l'enregistrement du webinaire, vous avez tous les coordonnées de mes collègues sur le terrain qui, du coup, peuvent vous accompagner sur une adhésion ou répondre tout simplement à vos questions. Merci Charlène pour cette présentation d'Adivalor et de ce travail sur les pots horticoles voilà, qui sont très présents dans les espaces verts. Et donc j'espère que plusieurs collectivités ou entrepreneurs qui sont présents pourront plus se renseigner sur cette collecte et contribuer. Juste un dernier point rapidement, l'UNEP en a déjà parlé tout à l'heure, Quentin en a déjà parlé, hein, mais si Quentin, tu veux reprendre la parole sur cette étude de l'UNEP à Strédor Mhm. sur la question de D'accord. l'alternative au pot en plastique, et puis on conclura avec quelques questions. Alors, je ne sais pas si Sophie, tu as déjà des questions dans le chat ou est-ce qu'il y a pour Si, juste si, il y en a quelques-unes. avoir un avis? Ok, très bien. OK. Euh, voilà. Très Oui, rapidement, donc cette diapositive illustre très bien ce qui se passe. Donc, on parle d'éco-conception, là, de trouver des solutions biosourcées. Donc là, on illustre une solution qui serait pertinente pour des petits conteneurs. Donc, on va jusqu'au C2, C3 maximum hein, sur ces solutions biosourcées. Donc, ce ne sera pas une solution universelle. Ça illustre bien la diversité des solutions. Donc là, l'idée est de planter le pot avec le végétal et de le laisser se dégrader et nourrir le sol. Voilà, donc une étude est en cours avec Astrédor et, et donc livrera des résultats sur la performance comparée de ces différentes solutions. Je vais très vite pour laisser la place aux questions. très bien. De toute façon, dès que l'étude est disponible, on publiera ça aussi sur notre site et Mm. voilà, pour donner accès. Sophie, merci Quentin et merci Charlène. Sophie, est-ce qu'on a des questions Oui. voilà, des participants? Mm. Alors, il y avait une première question. Savez-vous pourquoi on retrouve souvent une bâche, plastique ou autre, puis des copeaux au-dessus? Finalement, la solution des copeaux ne serait-elle pas la solution à mettre en avant dans tous les cas? Je veux bien répondre à celle-ci. Donc, ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, ça fait aucun sens de mettre une bâche plastique sous des copeaux de bois. Donc, l'idée, effectivement, est de n'utiliser que le copeau de bois et surtout d'enlever cette bâche plastique. Et à la limite, d'une façon intermédiaire, mettre, pourquoi pas, une toile PLA entre les deux si vraiment on a la présence d'adventices d'une façon intense et qu'on veut réduire les coûts d'entretien. Mais oui, je confirme, effectivement, ça ne fait pas de sens.
Dans les arbres nouvellement plantés, pour diriger les eaux vers le système racinaire, lorsque les arbres sont arrosés manuellement, des gaines en plastique sont parfois installées au pied des arbres. Est-ce une pratique que vous mettez en œuvre? Existe-t-il des alternatives? Alors, on ne met pas en œuvre cette pratique-là, parce qu'effectivement, c'est une source de plastique, ça pose pas mal d'inconvénients. Donc, non, on ne le met pas en œuvre, mais je pense que certaines entreprises le font, quelquefois à la demande des maîtrises d'œuvre et des CCTP. Par contre, nous avons une solution dite sac d'arrosage Trigator. Donc, on utilise des sacs en plastique, mais qu'on démonte et qu'on réutilise sur d'autres projets ensuite. Sacs qui font environ 80 litres et qui libèrent leur eau d'une façon très lente, environ sur 10-12 heures, après l'arrosage, après le remplissage. Et pour nous, ça donne entière satisfaction parce que ça permet de fiabiliser l'arrosage en maîtrisant la quantité d'eau qu'on apporte, donc pour un arrosage manuel, et en libérant très progressivement, ce qui permet par exemple d'arroser à la manche un arbre qui peut se trouver sur un terrain en pente. Donc, ce qui n'est pas évident quand on arrose avec un tuyau. Donc voilà ma réponse. Elle n'est pas universelle, mais c'est comme ça que ça se passe pour nous et ça se passe bien. Merci. Ensuite, on avait une autre question. Il est souvent préconisé de mettre du géotextile anticontaminant entre graves et substrat ou sous des graviers pour éviter la remontée des fines et de la terre. Par exemple, le cas de création de cheminement. Est-ce vraiment nécessaire? Comment faire autrement? Et comment faisait-on avant que ces géotextiles n'existent? Très rapidement, oui, effectivement, ces solutions, on les voit beaucoup dans le TP, dans les travaux publics. Moi, je pense que je le constate, c'est qu'un chien-dent arrive à perforer ce genre de géotextile très facilement. Donc, le résultat est souvent très décevant. Mais nous, on essaye vraiment de sortir également les paillages minéraux de nos solutions parce que c'est pas satisfaisant et très vite, ça se charge en éléments organiques et les végétaux les occupent très vite. Donc vraiment, pour moi, la solution qu'on doit pouvoir imposer, je pense, en tout cas, dont il faut faire la promotion, c'est le paillage copeaux de bois. Je ne suis pas sûre que c'était pour en surface que la question avait été posée, mais plutôt lorsqu'on a plusieurs couches de matériaux sous un Oui, cheminement. Je pense j'ai que c'était compris, mais plutôt ça. on trouve les deux. On trouve les deux, D'accord. c'est-à-dire on appelle ça un géotextile, Mm. donc un feutre donc qui laisse passer l'eau et qui a priori ne laisse pas remonter ou se développer les adventices. Résultat moyen, aussi bien dans du paillage que sur des voiries. Voilà donc pour ma réponse. Mais effectivement, c'est très très pratiqué dans les TP, oui, oui, pour éviter la remontée et l'envahissement par des adventices. Je ne sais Merci. pas si j'étais clair, mais voilà, on essaie d'éviter. Concernant les substituts en laine chanvre, on retrouve souvent des résidus lors d'opérations de ramassage des déchets dans les rivières. La biodégradabilité de ces produits en milieu aquatique a-t-elle été étudiée? C'est peut-être plus une question pour Je vais Monsieur peut-être Bouquet. répondre, oui. Oui. Alors, la biodégradabilité de ces produits en milieu aquatique, à ma connaissance, n'a pas été étudiée. Par contre, la question, c'est de savoir pourquoi on retrouve ces produits-là dans des cours d'eau. Euh, Bon, alors, pour moi, un brûle pour point, comme ça, on est sur des matières qui sont des matières cellulosiques, hein. Je pense pas qu'il y ait énormément d'impact négatif sur le milieu aquatique. Ce sont des matières qui vont, alors, dans l'eau, se dégrader assez rapidement, hein. Merci. Après une question plus pour Charlène, alors peut-être qu'elle a été dite, mais que je n'ai peut-être pas relevée. Avez-vous une estimation précise du nombre de tonnes de plastique utilisées lors des chantiers horticoles et la part réellement réutilisée, recyclée? Votre micro ne fonctionne pas. Et peut-être que vous êtes plus... Excusez-moi, Oui, pardon. pas de souci. Du coup, aujourd'hui, sur la partie horticole, le seul flux qui rentre tout juste dans notre périmètre, c'est les pots. Donc, on est sur un gisement à peu près de 4000 tonnes
Et on a déjà un objectif sur cette première année d'aller collecter, je crois, 1000 tonnes pour 100% de recyclage, hein. Donc voilà, la filière se lance doucement. Encore plein de promotions aussi et d'informations au niveau des utilisateurs à faire pour qu'on atteigne cet objectif-là. Mais voilà, on vise du coup le 4000 tonnes d'ici les 10 prochaines années. Ok, merci. Ben, si je peux compléter cette question qui parlait du plastique plus en général que spécialement les pots horticoles. Lorsqu'on a fait des recherches avec Florian, on avait beaucoup de mal à trouver d'informations là-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment quantifié, comment c'est après cette info. Puis-je faire une petite remarque sur la filière Vadeo? Mm. Très rapidement, donc on est à un moment critique, hein, sur la mise en place de cette filière. On a un enrôlement qui est assez limité aujourd'hui et moi j'invite vraiment les entreprises du paysage à demander à leurs pépinières de s'inscrire dans cette démarche. Parce que c'est une filière qui est récente, qui a le mérite d'exister et il faut qu'elle fonctionne. Et on est à une phase critique et vraiment demander à vos pépinières de s'inscrire dans la démarche Vadeo. C'est le moment et on est à une phase de mise de démarrage. Il est très important de s'y engager. Merci pour le message. Et ensuite, Sophie, peut-être une dernière question? une dernière Une question, dernière mais c'est la dernière. question? C'est la dernière. Ouais, bah, très bien. Est-ce que lorsqu'on recycle, on arrive à pardon, alors c'est moi qui l'a posé en fait, cette question. Lorsqu'on recycle les pots horticoles, est-ce qu'on arrive à un plastique de même qualité? Est-ce que le recyclage, du coup, il est infini ou est-ce que petit à petit, on arrive vers du matériau dégradé? Voilà, question. Alors, je suis pas trop une experte sur la partie recyclage, on va dire en aval de la partie collecte, mais il me semble que le plastique n'a pas un recyclage à l'infini. Je crois que c'est de l'ordre de grandeur de 5 à 10 on va dire, réutilisations. Donc voilà, c'est comme disait Quentin tout à l'heure, on est sur une solution qui est transitoire et l'idéal, ce serait, comme on dit souvent, en fait, hein, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc voilà. Et j'ai vu une petite question aussi sur le réemploi. Donc nous, enfin, on commence de plus en plus à être missionné, hein, sur l'étude du réemploi des plastiques, hein, de manière générale. Donc c'est pas un sujet que l'on oublie, mais qui, je pense, est très compliqué. Je pense que Quentin aussi peut le confirmer puisqu'il a suivi les études là-dessus, mais il y a tout un enjeu aussi sanitaire sur le réemploi avec un nettoyage des produits qui n'est pas forcément évident non plus. Mais je confirme, nos pépiniéristes nous disent qu'effectivement, le réemploi des plastiques, des pots plastiques n'est pas facile. Déjà parce qu'ils ont des formes très différentes en fonction de l'endroit d'où ils viennent. Et leurs procédés industriels automatisés sont pas franchement compatibles avec cette diversité de pots à taille équivalente et aux salissures qui peuvent rester, des résidus de terre, etc., dans les pots. Donc très compliqué le réemploi pour des pots de petite taille, possible pour des pots de plus grande taille quand on a des conteneurs de 100, 200, 300 litres, même 40 ou 50 litres. Là, c'est peut-être plus envisageable, mais pas pour les pots, les C3, les C2, les C5, qui demandent des procédés industriels et très rapides. D'accord. Merci. On a fait le tour des questions. Très bien. Merci Sophie pour l'oreille des questions et merci pour les réponses et ceux aussi qui les ont posées, ces questions. S'il y a d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un mail à Sophie et à moi et on relaiera vers les intervenants du jour sans problème. Pour finir, en quelques minutes, 2-3 minutes, et ensuite on clôturera ce webinaire. Donc, pour ma part, donc quelques diapos sur ce qu'on fait dans le réseau GEVI. Je vous rappelle l'existence de la charte engagée pour le végétal, qui est dans sa deuxième année d'animation cette année en Occitanie. On ouvre les candidatures pour 2025. On les ouvre tout début octobre, ce qui vous permettra, collectivité, de vous inscrire au fil de l'eau jusqu'à l'été prochain, jusqu'à juin prochain. Voilà, donc on se réserve à peu près 80 candidatures pour qu'on puisse ensuite venir vous voir sur des moments de qualité, une demi-journée.
Donc, ceux qui ne connaissent pas encore la charte, allez visiter notre site internet du réseau GVI pour découvrir cette charte dont le plastique, dont un des engagements fait la part belle, pardon, à l'objectif zéro plastique dans les plantations. Donc, d'où l'intérêt d'avoir suivi ce webinaire aujourd'hui. Je vais passer sur les candidatures euh, le processus de candidature pour aller assez vite sur les outils de communication du réseau GVI. Donc, n'oubliez pas qu'en tant qu'adhérent du réseau GVI via la charte engagée pour le végétal, vous avez la possibilité d'avoir accès à des illustrations gratuites pour vous relayer tout ça dans vos réseaux sociaux, vos communications internes. Des panneaux en commande sur l'espace boutique GVI. 3 expositions empruntables ici de concours photo. J'en profite pour rappeler que cette année, jusqu'à fin septembre, nous avons une expo photo qui est toujours en cours, donc un concours photo, pardon, qui est toujours en cours jusqu'à fin septembre sur l'arbre de ma rue. Donc les 12 photos qui seront sélectionnées lauréates seront valorisées dans une exposition. Et puis ensuite, nous avons de nouveaux panneaux qui seront mis à disposition bientôt pour valoriser vos engagements. On voit déjà ici un petit extrait d'un des panneaux sur l'entretien sans pesticides des espaces végétalisés, des terrains de sport, etc. Rapidement, donc des outils techniques à mobiliser. Nous avons une page qui relaie de nombreux outils, que ce soit des retours d'expérience, des guides techniques. Donc, on a 6 retours d'expérience à venir sur les gestionnaires engagés dans la charte engagée pour le végétal sur différents sujets. Et puis, une nouvelle page qui est déjà diffusée sur notre site, mais qui s'alimente au fur et à mesure sur les outils pour agir. Donc, on reprend les 12 engagements de la charte engagée pour le végétal et derrière chaque icône ici, vous aurez accès à une page avec toutes les ressources disponibles sur ces sujets qu'on propose. Voilà, donc on va parler aussi du zéro plastique aujourd'hui. Eh bien, vous retrouverez toutes les ressources techniques liées au zéro plastique dans les plantations derrière derrière cette icône et puis derrière chaque icône, vous retrouverez tous ces outils. Très rapidement, n'oubliez pas d'aller vous renseigner sur les questions sanitaires liées au végétal. Donc, on a de nombreuses ressources également sur notre site internet sur comment faire face à certains ravageurs dans vos espaces verts. Et puis, ce bulletin du végétal, ce bulletin de santé du végétal qui est aussi disponible sur notre site du réseau GVI, qui vous fait une synthèse, il y en a 4 par an, des principales problématiques liées aux ravageurs en Occitanie, dans les espaces verts, qu'ils soient présents ou émergents. Donc, ouvrez l'œil en tant que gestionnaire d'espaces verts et diffusez le mot. N'hésitez pas à nous soumettre des observations d'espèces émergentes ou que vous n'avez jamais vues et qui causent des problèmes dans vos espaces verts via notre formulaire de saisie en ligne. Pour terminer, des webinaires en rediffusion, hein, pour nous, c'est de vrais supports de formation, ou en tout cas, ça vous met le pied à l'étrier sur ces thématiques qu'on relaie dans le cadre du réseau GVI. Et puis, j'en profite pour vous dire qu'on organise une journée le 3 octobre à Cugnaux, dans le 31, sur la question de la surveillance biologique du territoire, avec des experts qui seront présents toute la journée et une séance de terrain l'après-midi pour apprendre à reconnaître les principaux couples hôtes et bioagresseurs. Et donc, il y a des places qui sont encore disponibles, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations sont sur le site du réseau GVI. Et donc, j'en ai fini pour moi. Donc, merci beaucoup aux participants, aux intervenants. Merci Sophie pour la présentation, qui était ta première hein, en tant que nouvelle animatrice du réseau GVI. Et puis, je vous dis à bientôt sur le dernier webinaire de fin d'année, pas encore programmé, où on parlera plutôt de réutilisation des eaux usées traitées dans les espaces verts. Voilà. Je vous remercie et puis bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci, Merci bonne beaucoup. journée. Bonne journée à Au tous. revoir. Merci.